Hello chers tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Deep Conversation où nous avons le plaisir de recevoir pour vous une dame d'exception. Voilà, j'ai toujours du mal avec ce mot, exception, voilà. Là, j'ai bien prononcé. Bienvenue dans Deep Conversation. Avec vous, aujourd'hui, nous allons voyager autour d'un parcours assez atypique. Nous allons découvrir les hauts et les bas d'une femme qui a pour seul objectif d'apporter de la valeur. Elle aime s'appeler Femme Solution. Pour ceux qui traînent un peu dans le milieu de l'accompagnement, de la formation au Congo-Brazzaville, ont une petite idée de qui il s'agit. Mais notre invité aura tout le temps pour se présenter. Deep Conversation, c'est maintenant. Bonjour, Madame Solution, ou Femme Solution, si on peut le dire comme ça. Bonjour, JM. Enfin, on a notre numéro Deep Conversation. Enfin, ouais, vraiment. Voilà, après... Des mois et des mois de préparation. Et même un voyage, je suis venu à Brazzaville, mais madame n'était pas... Ouais, je n'étais pas disponible. C'est compliqué d'avoir ma Femme Solution. Compliqué, non, mais c'est des emplois du temps, je pense, qui diffèrent. Avec le travail, les enfants, c'est pas facile. Alors, est-ce que déjà, tu peux te présenter de la meilleure des façons? Moi, personnellement, je te connais, mais ceux qui suivent cette émission, bon, certains vont connaître plus ou moins de qui il s'agit et savent qui est en face de moi. Mm-hmm. Mais j'ai un public assez large. Hein. Certains nous suivent des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la RDC, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux te présenter de la meilleure des façons? D'accord. Je suis Sabrina de Safia, Femme Solution, comme j'aime le dire. J'évolue dans le domaine du coaching depuis déjà 9 ans maintenant. Fondatrice de la plateforme Femme Solution, qui est une plateforme qui a pour vocation de travailler avec les jeunes femmes dans l'accompagnement sur des questions liées à l'identité. Donc, on est plus sur le développement personnel, donc la découverte de soi, la guérison des blessures intérieures, et aussi l'épanouissement au sens vraiment très centré sur l'intérieur. Ok. Nous, on a une approche ici qu'on aime utiliser, c'est quand on va dans l'enfance de notre invité pour comprendre la personne qui est aujourd'hui en face de nous. D'accord. Qui était Sabrina lorsqu'elle était enfant? Faut dire que c'était une enfant très curieuse. Ok. Très curieuse, très intelligente, joviale, mais aussi, on va dire, on manque. Moi, j'ai pas grandi avec mon père et ça a été le plus grand manque de ma vie quand j'étais plus petite. Et ça fait que je grandissais vraiment avec ce manque d'estime. Je savais pas d'où je venais et je me sentais toujours jamais à ma place. Okay. J'avais toujours l'impression que peu importe où j'irais, c'est pas ma place parce que j'ai vraiment grandi de maison en maison. Tout le temps, je changeais de maison parce que ma mère, elle pouvait voyager. Et donc, dans cet environnement-là, j'avais toujours l'impression que c'est chez les gens et pas chez moi. Okay. C'est vraiment cet enfant qui a grandi. Et donc, ma plus grande quête, ça a été vraiment de trouver un chez moi. Ok. Est-ce que c'est l'héritage émotionnel que tu as de ton enfance, à savoir le vide, l'absence de papa déjà, mais aussi de se dire que j'ai pas un chez moi? Oui, je pense, hein, ça fait partie des héritages émotionnels. Après, je pense toujours qu'on grandit avec autant des héritages émotionnels que des ressources. Mmh. J'ai vraiment eu cette enfance où je me sentais en manque de présence de mon père, même de ma mère qui, de temps en temps, était là. Donc, j'avais toujours l'impression que je ne suis pas choisie, je ne suis pas aimée, je ne suis pas voulue. Voilà, que je n'étais pas la volonté de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'héritage émotionnel que j'avais quand j'étais plus petite. Et effectivement, il n'y en a plus. Et les ressources, quand je parle de ressources, c'est que quand on a on va dire la grâce, j'appelle ça grâce, quand on a la grâce de grandir dans ce genre d'environnement, les ressources qu'on a, c'est plus de force, c'est plus de résilience naturellement. Alors, certains, dans ce type de situation, en partant de ton vécu, certains, quand ils vivent ces réalités-là, courent vite, tout de suite, entre les bras, soit des hommes, soit des grands du quartier. Mais curieusement, hein, je connais plus ou moins un tout petit peu ton parcours. Pourquoi ça n'a pas été le cas pour toi? Quel a été l'échappatoire qui t'a évité de te retrouver dans une situation malencontreuse
ou limite de connaître les hommes très tôt? Ouais, je vois. On va dire que j'ai été très ambitieuse très tôt. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec la seule ambition d'être différente de ce que je projetais de moi, c'est-à-dire ce qu'on voyait de moi. Vous voyez, quand on grandit dans le manque et dans le vide, le rêve qu'on a, c'est d'un jour sortir de là et devenir quelqu'un. C'est un jour pouvoir dire que les gens, en fait, ont tort de penser que je ne suis rien. Et ça, je pense que cette force-là, comme j'étais aussi très observatrice, comme j'ai dit au début, je suis quelqu'un de très curieux, je regardais les vies autour de moi et je me disais, si eux, leur vie, ils ont fait ça, telle chose, ils sont devenus ça, alors moi, j'ai pas besoin de faire ça, parce que si je fais ça, je vais devenir comme eux. J'ai besoin de faire différemment. Et ma manière à moi de faire différemment à cette époque, c'était de absolument suivre aucune trace des personnes, de ne ressembler à aucune personne qui m'entourait. Donc, tout ce qui était vie des hommes, vie des boîtes de nuit, des amis, c'était coupé court pour moi parce que je me disais, si c'est la voie à suivre pour devenir comme les personnes qui sont autour de moi, vaut mieux pas. Alors, est-ce que c'est seule l'observation dont tu nous fais mention, que tu as énormément observé les réalités, la curiosité, et t'as poussé à te dire non, je veux telle vie, pas la vie que je vois en face de moi. Ou bien particulièrement, il y a un événement qui a créé ce shift-là ou ce déclic pour te dire mais purée. Si, l'événement, c'est vraiment quand moi, je grandis déjà très prude, c'est vrai. Je grandis très prude, mais aussi très coincée. Parce que je vis dans un environnement qui n'est pas très sain. Je grandis très vite, j'ai un corps qui se développe, j'ai des lèvres très pulpeuses et dans mon quartier, dans mon école, c'est pas vraiment quelque chose qui était très bien. Enfin, j'ai pas bien vécu ça. Okay. Il y en a qui parlaient de ça comme pour se moquer, ouais, regarde les grosses lèvres et tout. Ça créait un complexe. Et il y en a qui en parlaient pour chosifier, donc sexuellement la chose. Donc, tu vas avoir un grand-papa qui va te parler de tes lèvres comme si tu étais une maman de 19 ans, alors que toi, tu n'as que 13 ans, tu n'as que 12 ans, tu n'as pas demandé à avoir ces lèvres-là, tu n'as pas demandé à avoir ces fesses-là. Donc, la façon dont les gens m'ont traité autour de moi, ça a fait que je me dise, vraiment, j'ai pas envie de ressembler à ça. Quand un grand te dit, tel enfant, quand elle va grandir, elle va vous briser des foyers. Donc, en fait, on te disait oui, elle va briser des foyers parce qu'elle est soit trop belle, soit ses lèvres, c'est pour faire... En fait, on sexualise tout de suite ce que tu es. Et moi, je me disais, il faut absolument que je leur montre que je ne serai pas cette personne-là. Donc, c'était ça aussi qui a fait que je grandisse très prude et très réservée. Il faut que je me conserve, il faut que je me garde. Mais quand je rencontre Christ aussi, quand j'arrive dans le milieu chrétien, je rencontre Jésus, je me retrouve à avoir une relation très intense avec Dieu. Et des modèles autour de moi étaient vraiment des personnes qui se sont consacrées à Dieu très rapidement. Et donc moi, aussi, en suivant les pas et aussi en passant du temps avec Dieu, j'ai vraiment su me dire que j'ai pas besoin de faire telle chose si la Bible me demande de ne pas le faire avant d'arriver à être la femme de quelqu'un ou bien à atteindre le niveau que je veux. Je pense que le plus grand événement de ma vie, ça a été cette rencontre personnelle avec Dieu, où à part le fait qu'on rencontre... Je pense qu'il y a 2 étapes quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus. À l'église, quand on fait l'appel du salut, je l'ai rencontré aussi, on a fait l'appel du salut, je suis venue, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y a une autre rencontre où j'étais dans ma chambre, où j'étais en train de parler à Dieu sur qui j'étais, ce que je voulais devenir. Et cette présence-là qui m'avait envahie et qui m'avait fait un gros câlin, je me rappellerai toujours de ça. Je pense que ce grand événement de ma vie a fait que ça a transformé ma vie complètement, que ce soit mes convictions, mes ambitions. Tout était maintenant centré sur la personne qui avait été révélée à moi. Ok. Je pense que c'est ça. Alors, merci déjà pour tout ce que tu nous mets à disposition. C'est très important de comprendre un peu. Il y a aussi un chapitre je ne sais pas si c'est dans ton enfance, un chapitre, je pense, semble-t-il, qui fait partie aussi des événements importants de ta vie. En menant mes enquêtes sur qui est mon invité, j'ai ouï dire que tu avais été victime d'abus sexuels. Oui, beaucoup d'abus, pas un seul, parce qu'en fait, moi, je grandis dans un environnement très hostile, mais vraiment hostile. Ma mère, elle n'est pas souvent là, mais c'est une femme très battante. Puisque tu l'as dit à chaque fois. Elle partait tout le temps. Donc, je pouvais me retrouver chez une tata, chez un oncle. Et à chaque fois, comme j'étais une enfant, mais vraiment, comme je vous dis, je suis très brune, j'ai le corps qui se développe, tu vas rencontrer quelqu'un qui est censé être ton tonton ou ton grand frère.
vouloir te toucher, par exemple. Te toucher les tétons, te toucher les fesses, comme si tu étais juste quelque chose qu'on voulait essayer de voir c'est quoi derrière. Et ça avait vraiment créé plus de peur chez moi. J'étais plus dans un mécanisme de défense. Hein. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'aime pas trop les hommes à l'époque. Quand je parle avec un homme et que je sens que vraiment ton truc va au-delà d'une relation normale, je suis à la défense et je veux pas du tout. C'est vraiment cet environnement dans lequel j'ai grandi. Donc ces abus-là, on n'était pas forcément arrivé à pénétration ou comme viol carrément, non. Ça a été vraiment plus qui sont des attouchements, ces attouchements-là, du harcèlement aussi au fait. Vraiment de l'harcèlement et cette façon de me voir comme un objet sexuel. Ok. Quand on représentait mon corps ou encore mon visage. Alors, ces expériences vont créer en toi une certaine réalité. Agressivité. Voilà, tu vas te mettre dans une carapace, tu vas adopter des attitudes que tu n'aurais peut-être pas voulu. Très garçon manqué. Voilà, parce que j'ai aussi entendu dire que tu traînais, avant même de te marier, tu traînais énormément avec les hommes. Qu'avec des hommes. Voilà, on comprenait pas un peu trop l'univers autour. Oui. Mais aujourd'hui, on a plus ou moins des éléments de réponse. Alors, quelle voie vas-tu emprunter pour te guérir, pour ça peut être la parole de Dieu, hein. Vraiment, tout ce que nous, on veut savoir dans Deep Conversation, c'est les procédures que tu as utilisées. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, qui traverse la même situation, qui peut se dire, mais tiens, si Madame Sabrina a guéri de ça, je peux guérir de ça. Parce que c'est pas facile lorsqu'on est jeune et quand c'est énervant, il n'y a pas une voix qui nous écoute, les parents parfois ne sont pas disponibles. Toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme approche, méthode pour pouvoir guérir c'est vrai de ce regard qui a déformé plus ou moins ton rapport avec les hommes? C'est vrai que c'est très dévalorisant quand on vit ce genre de choses. On peut vraiment remettre son identité en question, sa valeur en question. Et moi, on va dire qu'à part Jésus, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres. Moi, je me suis beaucoup réfugiée dans les livres et j'ai découvert l'écoute et la compréhension. J'ai commencé à m'intéresser à la compréhension très vite. Je voulais savoir comment est constitué l'humain, comment quelqu'un arrive à réfléchir d'une autre façon que moi, comment quelqu'un arrive à avoir des pensées aussi bizarres, aussi sexuelles envers un enfant. Je voulais comprendre ce qui se cachait derrière les comportements des gens, derrière les attitudes des gens, derrière leur façon de parler et d'être. Et c'est là que je me suis beaucoup intéressée sur... à l'époque, c'était d'abord l'anthropologie. Je voulais vraiment faire de l'anthropologie, mais j'ai pas pu. J'ai continué mes études en communication, mais après, j'ai découvert la psychologie et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que c'est que l'homme, à ce que c'est que les pensées de l'homme, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se comporte d'une certaine manière. Et c'est là que j'ai commencé à trouver des excuses pour les gens. Je pense que ma guérison en moi, elle vient du fait que, comme Dieu m'a dit un jour, en fait, les gens ne nous font pas du mal parce qu'ils veulent nous faire du mal. Les gens nous font du mal parce qu'eux-mêmes, on leur a fait du mal. Okay. Ils ne font que reproduire n'est-ce pas là, ce qu'ils ont. Une excuse pour soit accepter ou tolérer? Oui, surtout, accepter la situation. Accepter que j'ai pas choisi la famille dans laquelle je viens. J'ai pas choisi le quartier où je suis née et que j'ai grandi. J'ai subi tout ça. Maintenant que je suis à un âge où je ne peux plus subir, il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que je décide de qui je vais devenir. Et donc, la voie que j'ai choisie, c'est la voie de la guérison. Parce que si je suis une autre voie, je vais devenir comme des personnes que j'ai toujours critiquées, des personnes qui m'ont toujours fait du mal. Ok. Et est-ce que c'est à partir de là que naît ta vocation Moi, il y a l'un des statuts dont on t'attribue facilement, c'est coach. Oui. Est-ce que c'est parce que tu voulais comprendre l'humain? Est-ce que tu as déjà compris l'humain? Ou tu continues à apprendre à connaître l'humain? Que tu t'es dit, mais tiens, je regarde mon parcours, je regarde mes expériences, peut-être que je suis fait pour ça. Je pense que au-delà d'une vocation, au début, moi, quand je commence, surtout sur les réseaux ou encore à l'école, parce que j'ai commencé ça à la fac, c'était pas forcément pour devenir coach. Moi, c'était vraiment parce que je voulais partager. Je voyais beaucoup de jeunes filles autour de moi qui avaient des excuses liées à tout ce que moi j'avais vécu. Mon père ne m'a pas aimé, ma mère ne m'aime pas, j'ai pas une bonne relation avec ma mère, j'ai pas une bonne famille, j'ai personne pour m'aider financièrement, voilà pourquoi je fais ça. Si je sors avec les hommes, c'est parce qu'à la maison, on s'occupe pas de moi. Il y avait toujours des raisons, des causes liées à ce que moi j'avais vécu. Et je me disais, si j'arrive à m'en sortir, si Dieu m'a fait grâce pour ne pas avoir une vie de débauche alors que j'ai vécu autant d'atrocités, c'est que je peux aider les autres
à eux aussi, en tout cas à l'époque c'était plus les femmes, à elles aussi arriver à avoir la même vie que moi et à emprunter la voie de la guérison. C'est là que moi, je commence ma page. C'était beaucoup plus partager mes convictions, analyser les situations, les comportements des gens. C'était beaucoup plus pour partager. Ensuite, petit à petit, comme c'est une vocation, on fouille pas sa voix. Okay. C'est venu à moi. J'ai commencé à vouloir plus professionnaliser la chose pour que j'ai plus de connaissances sur ce que je voulais dire et ce que je voulais partager. Et je me suis lancée. Et tu vas écrire un livre? Oui. Ton premier livre. Comment devenir une solution. Devenir une solution. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de façon ramassée du pourquoi, ou pourquoi sommes-nous obligés de devenir des solutions? Je pense qu'on passe, nous les humains, on passe énormément. Surtout qu'actuellement dans le monde, on cherche des solutions. Oui, on passe, je pense qu'on passe énormément de choses, de temps à chercher que le gouvernement soit à la hauteur, que les parents soient à la hauteur, que le mari soit à la hauteur, la femme soit à la hauteur, que les grandes sœurs, en fait, que tout autour de nous, que chacun joue son rôle. Et on se pose mais vraiment très rarement la question de est-ce que nous, on joue notre rôle? Être une solution pour moi, c'est vraiment se dire, OK, je suis venue au monde. Qui m'a envoyé au monde? Puisqu'il y a beaucoup de parents qui cherchent des enfants qui n'ont jamais eu d'enfants. Il y a beaucoup de parents qui cherchent d'enfants malgré qu'ils ont la volonté, malgré qu'ils font ce qui fait que l'enfant vienne au monde. Les enfants ne viennent pas. Mais si moi, je suis sur Terre, c'est forcément pour une raison. Et si ce dont je me plains, c'est moi qui suis censée régler ça. OK. Je vais sur cette base-là et je me dis que chaque être humain a été envoyé sur Terre pour répondre à un besoin, pour répondre à une question, pour être une solution à quelque chose. Ça, je crois ça pour n'importe quel type d'humain. Peu importe le rôle que tu vas avoir dans une entreprise ou dans la société, tu es appelé à résoudre quelque chose et il faut découvrir ça. C'est bien ça. On est appelé à rien subir. OK. Oui. Donc, ton premier livre va sortir, énormément d'exemplaires. D'ailleurs, je me rappelle, on va avoir acheté 2 avant de partir. Alors, le premier livre sort et juste quelques mois après, sauf erreur de ma part, soit tu te maries d'abord avant que le livre sorte. Le livre est sorti avant que je me marie. OK. Le livre sort. Ensuite, la vente a commencé pendant que j'étais déjà dans le foyer. OK. Donc, la vente a commencé. Je me rappelle que j'étais même malade. OK. Je venais de découvrir que j'étais enceinte. Okay. Donc, le livre a commencé à se vendre. La FNAC a récupéré quelques points de vente et aussi les livraisons qu'on faisait. On a vendu vraiment, pour le premier livre, ça a été les plus grandes ventes puisqu'on a vendu plusieurs exemplaires avec ça. Okay. C'est vraiment mon bébé, quoi. Donc, le premier livre sort, événement marquant. Ensuite vient le mariage. Oui. Comment se passe déjà à ce moment-là le mariage? Belle expérience. J'aimerais qu'on parte coudé par coudé. Après le livre, c'est le foyer. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je me marie, mon livre sort. Il faut rappeler que tu t'es marié, kilomètre, comme aime dire mon grand frère, que je salue. Kilomètre zéro. Kilomètre zéro, Tony Branlin-Zico. Oui, je me marie. Par grâce, hein, en tenant compte. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Je me marie. Comme quoi il est possible de traîner dans un milieu extrêmement masculin et de se garder vierge jusqu'au mariage. Pas besoin que tous tes amis deviennent tes ex. Je me marie, je suis très heureuse de me marier parce que en fait, je me suis toujours dit que si un jour je dois faire des enfants ou je dois rentrer dans le monde des relations, il faut que ce soit dans un cadre. Et je voulais vraiment ce cadre-là. Et moi, je suis une femme pleine d'ambition, j'ai plein de choses dans ma tête, plein de choses que je veux réaliser. Et donc, je me disais qu'avoir un foyer, c'est se donner un cadre pour ne pas se disperser. OK. Donc, j'entre dans le mariage, je tombe enceinte très vite et je passe vraiment des moments très compliqués pendant cette période-là parce que, on va dire que c'est une forme de désillusion. OK. On va pas d'abord aller en profondeur sur la réalité. Deuxième événement majeur qui arrive, si on suit bien le parcours, après le mariage. Oui. Donc, il y a la première saison, donc la saison où on apprécie le foyer, tout ce qu'on veut. Mais tranquille. Voilà, c'est vraiment une des plus belles expériences. Ouais. Voilà, une troisième expérience va arriver qui va t'apporter plus de joie. Ouais, les enfants. C'est les enfants. Oui. Donc, tu es mère de 3 belles filles qui sont des jumelles. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça fait d'être mère de 3 enfants? Première grossesse, 3 enfants. Ouais. C'est quand même incroyable. Hein? Je pense que c'est un événement, mais vraiment marquant dans ma vie parce que j'aurais jamais imaginé que je serais capable. Je me rappelle que le jour que j'ai appris
que j'étais enceinte. Enfin, j'apprends d'abord que je suis enceinte. Je me dis, OK, Ça va. pas vrai. Ça va encore, ça va. On va donc, je pense, le mois qui suivait, on va à l'hôpital parce qu'il faut que je découvre Le sexe de l'enfant ou encore qu'on voit vraiment avec l'échographie ce que c'est. C'est là qu'on me dit, mais madame, vous avez 3 fœtus. Je dis, je dis quoi? J'ai comment ça, j'ai 3 fœtus? On m'a dit, oui, vous avez 3 enfants dans le ventre. Et moi, je me dis, non, il y a forcément une erreur. Soit j'ai des maladies quelque part qui peuvent se confondre aux enfants. Mais c'est impossible que j'ai 3 enfants dans mon ventre. Donc, je rentre chez moi, je suis très choquée. Je panique parce que c'est vrai que je semblais calme, mais je savais que je paniquais. Et quand j'arrive, je parle à Dieu, je dis, mais je peux pas avoir 3 enfants. Moi, je suis encore trop jeune. Parce que moi, je me suis mariée à 24 ans. Donc, c'était l'année de mes 24 ans que je vivais là. Je disais, mais... À 24 ans, 3 ans. J'ai dit, je suis encore très jeune. Je ne pense pas être capable de donner autant d'amour et tout ce qu'il faut que je donne alors à ces enfants-là. 3 enfants, comment je fais? Et je te jure que pendant toute cette période où je me posais plein de questions et je questionnais Dieu, j'avais jamais de réponse. Il fallait que j'arrive à une étape où j'accepte ma grossesse, que j'accepte les 3 enfants que Dieu me donnait, jusqu'à ce que je réalise que quand Dieu décide de te donner ces enfants-là, c'est parce qu'il pense que tu es capable d'arriver à surmonter ça et à prendre cette responsabilité. J'ai compris aussi au travers de ces enfants que Dieu, vraiment, il avait vraiment de plans pour moi qui étaient très grands. Peut-être qu'il voulait aussi combler quelque part le vide avec lequel tu as grandi. En tout cas, je pense que c'est tout ça mélangé. Dieu, il veut me consoler, il veut me montrer que j'ai plus de responsabilités et que justement, c'est la première responsabilité avant le monde. C'est-à-dire un peu comme la Bible dit, à Jérusalem, avant les extrémités du monde, donc me donner 3 filles. Donc, c'était pour toi, cette responsabilité? Oui, c'était vraiment... En fait, tu as pris l'arrivée de tes 3 enfants comme étant beaucoup plus une responsabilité. Et une grâce. Et une grâce. Parce que c'est tout ce que j'aurais jamais imaginé que Dieu me donnerait. Comme une charge. C'est une bénédiction. Je me dis que Dieu pense à me donner 3 vies. En une fois. Et qu'il pense que je sois capable d'emmener ces vies-là, là où lui il veut. Parce qu'en fait, quand Dieu décide qu'un enfant vient au monde, c'est une destinée qui vient au monde. C'est une réponse. Et puis aussi, l'enfant naît dans un cadre où tu es marié. Oui. Je me disais que c'est une grande responsabilité et j'avais très peur. Okay. Est-ce que je serai à la hauteur? Mais avec le temps, le soutien aussi de ma famille, du père de mes enfants, ça a été, on a passé ce cap-là jusqu'à ce que je mette au monde et que je vois ces enfants-là pour réaliser que oui, ces enfants sortaient de moi. Et j'aime toujours le dire qu'à chaque fois que je vois mes enfants, je me dis que je confirme cette théorie que j'ai. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne. Que lorsque... Non, c'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que Dieu nous donne et on sait que on a aussi travaillé pour ça. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, il te donne un travail. En fait, comme une forme de récompense. Dieu te donne un travail. Tu sais que pour que tu maintiennes ce travail, il faut que tu travailles dur. Il faut que tu donnes tout ce que tu as. Dieu te donne un foyer, c'est parce que vous vous aimez aussi. En fait, il y a plein de choses. Dieu fait sa part, toi, tu fais ta part. Mais à chaque fois que je vois mes enfants, je sais que j'ai jamais fait une part, quoi que ce soit, pour avoir ces enfants-là. C'est vraiment que la bénédiction de Dieu, que la volonté de Dieu. Et je me dis que quand elles grandissent et que je les vois tous les jours, je me dis, mais c'est Dieu qui fait le taf. Parce que je vois pas à quel moment j'ai fait grandir ces enfants, à quel moment... Qui aujourd'hui, elles ont combien? 4 ans? Ok. 4 ans. Mais comment est-ce qu'on élève des jumelles? Est-ce que c'est un challenge? Comment est-ce qu'on élève 3 enfants? Comment est-ce qu'on donne de l'amour à 3 enfants? Et parfois, tu sais, chaque enfant a son caractère, a sa façon de réagir. Et puis toi, tes enfants... d'après ce que je vois, puisque plus ou moins je suis leur tonton par extension, je vois un peu, tu laisses entendre, il y a une qui est timide, il y a l'autre qui est très ouverte, l'autre qui est agressive, et puis vous avez donné aussi des noms, il y a quel nom? Wisdom? Il y a Wisdom Alma, il y a Winnie Lucia et il y a Wonder. Voilà. Alors, ces enfants, c'est vrai que ça développe des compétences à élever les enfants. Et moi, je pense que j'apprends. Par exemple, chez toi, quelles compétences tu as développées en élevant 3 jumelles, 3 enfants en une fois? La gestion de conflits. Ok. La gestion de conflits. Surtout les filles. Oui, ce sont des filles. Et aussi la patience. Je pense que c'est une grande compétence que de tous les jours gérer autant de conflits et gérer 3 personnalités différentes. Elles sont tellement différentes et précieuses
que tous les jours, moi, ma peur, c'est de ne pas pouvoir donner à chacune à la hauteur de ses attentes, tu vois. C'est ça le challenge aussi de tous les jours. Tu te dis, il faut que tu donnes de l'amour, le même amour à chacune d'entre elles, la même attention, pour ne pas qu'il y ait des interprétations. Mais est-ce qu'il n'y a pas de petits guéguerres entre elles? Non, je pense qu'on a réussi à faire en sorte qu'elles s'aiment très fort. Ok. Elles s'aiment tellement que quand tu touches l'autre, tout de suite les autres réagissent. Tu as touché les trois. Tu as touché les trois. Mais après, tu sais, ce sont des enfants. Ils peuvent Oui. avoir oui, tu as pris mon jouet, tu as pris mon affaire. Mais elles sont très soudées. Ok. Elles sont très soudées, elles s'aiment vraiment. Ok. Alors, je vais prendre un événement futur Ok. pour ramener cet événement dans la situation actuelle où on se trouve. Ok. Ok. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tu prends la parole pour dire aussi certaines réalités, pour peindre une réalité parfois qui échappe à la raison. Ouais. Je dis les choses dans leur contexte. Tu te maries, il faut rappeler que tu t'es marié avec un homme de Dieu. Ok. Et toi-même aussi, tu laisses entendre avant le tournage que tu as appelé ou tu as un appel évangélique en plus de l'accompagnement lié à la jeune fille, au développement personnel, la totale que tu fais actuellement. Donc, tu vas vivre l'amour fou, entre parenthèses. Donc, tu te maries avec l'homme que tu estimais être l'homme de ta vie. Les enfants vont venir très tôt. Le premier livre est sorti. À quel moment tu commences à te remettre en question? Parce qu'aujourd'hui, tu es en instance de divorce. Alors, faut dire que je sais pas ce que les autres diront, mais pour toutes les personnes qui ont déjà eu à entamer ces processus de divorce ou séparation, je pense que s'ils sont sur 100%, 60% vous diront que ces choses-là, on les pressent dès les premiers instants. Moi, je pense qu'à 1 mois de mariage, je savais que ça allait pas marcher. À 1 mois de mariage. À 1 mois de mariage. Pourquoi à ce moment-là, tu es parti jusqu'au bout, alors que on entend dire que même devant l'autel, on peut dire non. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on grandit. C'est que moi, je me rends compte que À 1 mois que ça va pas marcher. Cette affaire-là, elle risque d'être vraiment très douloureuse. Donc, je pressens ça et tout de suite, ma réaction, c'est il faut que je fasse tout pour que ça marche. Il faut que j'assume mon choix jusqu'au bout. C'est pour ça que dans l'un de mes livres, dans Grandir, mon deuxième livre... On va parler après. On va parler de ça plus tard. Je dis que il faut pas être prisonnier de ses principes. La plupart du temps, ce qui nous emmène à rester coincés dans des situations qui ne nous vont plus, c'est vraiment qu'on se sent parfois prisonnier de ces principes-là. Merci pour cette magnifique et belle réponse. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train d'échanger autour d'un parcours de vie. Il vous suffit juste de retourner un peu en arrière, vous allez comprendre un peu ce sur quoi nous sommes en train de parler. J'aimerais, à travers aussi cette émission, vous dire que mon livre, Le pouvoir caché des relations, est disponible au prix de 15 000 francs au Congo-Brazzaville. Si vous avez besoin de vous en procurer ce livre, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter à travers nos réseaux. Donc, j'ai un petit cahier partout. Vous tapez juste J'ai un petit cahier, vous aurez l'opportunité et l'occasion d'être en contact avec nos équipes, ou au cas contraire, vous nous contactez au plus 242 04 473 94 94. Nous allons prendre le plaisir de vous mettre ce livre à disposition, qui est un magnifique livre qui revient sur le parcours de vie et vous donne par la suite des pistes de solutions. Vous savez, la meilleure relation dans la vie, c'est vous-même. Voilà, c'est vous-même. Parce qu'en cherchant les réponses, j'ai l'habitude de le dire, quelle est la relation la plus importante dans la vie d'un homme? On me dit souvent Dieu. Je dis, il y a un problème. C'est d'abord vous-même. Et on me dit, mais tu fais passer toi avant Dieu. Je dis, non. C'est parce que tu vas pas arriver à trouver des réponses sur toi-même que tu seras obligé d'aller vers Dieu. Or que nous, très souvent, l'erreur qu'on commet, c'est que on va vers Dieu parce qu'on est pauvre. On va vers Dieu parce qu'on cherche le salut. On va vers Dieu parce qu'on est malade. On va vers Dieu parce qu'on a un problème. Non. Nous devrions aller vers Dieu. C'est parce qu'on veut se comprendre. En fait, je me dis, Seigneur, pourquoi le meilleur process ou la meilleure procédure pour venir à toi,
doit être une remise en question. C'est-à-dire que je me comprends plus, Exactement. je me connais plus, parce qu'il y a quelqu'un qui prétend dire qu'il a créé l'univers, qui m'a créé. Qui m'a créé. Ça veut dire qu'il a la notice. Qu'il a la notice. Tranquille. Et à ce moment-là, je viens vers toi. Exactement. Franchement, c'est plus ou moins ce qu'on essaie de vous inviter à faire dans le pouvoir caché des relations. On ne vous montre pas comment draguer les femmes ou comment entretenir les relations. On vous montre comment vous apprécier et vous tourner vers Dieu. Yeah. Et par la suite, devenir une bénédiction pour le reste et comment accepter certaines relations. Alors, Sabrina, on va évoluer dans cette magnifique émission. Merci déjà pour tout ce que tu nous as mis à disposition. Je pense que ça vient répondre à beaucoup de questions, à beaucoup de faux débats, Ouais. à beaucoup de bruits qui n'ont pas lieu d'être. Énormément. Mais c'est triste. Alors, est-ce que c'est suite à toutes ces expériences, à ce petit parcours, que... Déjà, tu as fait combien de ans étant marié? 2 ans, 3 ans? Tout ce que je sais, c'est qu'en juillet, juillet qui est passé, mon anniversaire, j'aurais eu 5 ans de mariage. On aurait eu 5 ans de mariage. Ok, On maintenant... aurait fêté nos 5 ans de mariage. Ok, ça fait combien de ans vous vous êtes séparés? 1 année? 2 ans? Je ne veux pas donner ce petit détail-là, ici. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se passe que, comme je disais, même certains, avec le temps, quand ça serait beaucoup plus tranquille et que le sujet paraîtra normal, bah, ça serait plus facile. Ok. Ouais, ça serait plus facile. On se donne rendez-vous dans 3 ans, par la grâce de Dieu. Ouais. Ok. Complètement restauré. Et, Alors, qui est Sabrina dans cette saison? Dans cette saison, je dirais que Sabrina, c'est une femme qui est très humble. Parce que oui, la vie m'a rendue humble. Je pense que mes propres erreurs m'ont rendue humble. Et j'essaye vraiment... Est-ce pour autant ton zèle de vouloir apporter du bien, de la perfection est parti? Ah non. Okay. Non, je suis une personne que certaines personnes qualifieraient de prétentieuse. Parce que moi, je crois énormément en moi. Je sais ce que Dieu a déposé en moi, ce que je suis censée apporter dans la vie des gens, en l'occurrence des femmes. Et je ne m'en cache pas. Je travaille tous les jours d'arrache-pied pour arriver à ça, pour faire encore plus. Mais quand je parle d'humilité, c'est vraiment, j'ai appris à ne jamais dire jamais. À me dire que la vie est un processus d'apprentissage et que ce qu'on croit être vrai aujourd'hui peut devenir faux demain. Maintenant, comment se positionner de sorte à ne jamais être trop tranchant, mais non plus pas positionné. On reste positionné, mais on n'est pas très tranchant. Je prends les choses comme elles viennent, je prends le bon, je laisse le mauvais et je continue ma route. C'est vraiment une femme qui est ouverte à la discussion, ouverte à l'apprentissage, surtout plus à l'écoute des autres. J'ai toujours été à l'écoute des autres, très à l'écoute, mais je pense que ça a renforcé mon besoin de vouloir plus comprendre l'humain et l'écouter en 360 degrés. Pourquoi je le dis? Moi, quand je regarde les gens parler, quand je parle avec quelqu'un, j'aime pouvoir sentir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, au-delà des mots. Bon, quand tu me parles, qu'est-ce que tu sens? Mais là, tu vois, notre discussion, c'est toi qui es le chef en ce moment. Tu vois, tu me parles, tu poses des questions même que j'ai pas envie auxquelles j'ai pas envie de répondre. Donc, je me sens déjà... Je suis journaliste, je suis désolé. Oui, c'est ça. C'est ma mission. C'est ça. Mais tu vois... D'ailleurs, tu es plus ou moins par extension de la corporation. Donc, du coup, tu sais que c'est comme ça. C'est ça. Mais moi, je discute avec quelqu'un, je veux sentir les vibrations de ce que tu ne dis pas. Je regarde ton corps, ton langage corporel, je regarde tes yeux, je regarde tes gestes. Je veux pouvoir comprendre tout. Et là, ça a encore renforcé ça parce que je veux vraiment, je pense que moi-même ayant déjà passé par là, je sais ce que c'est que de rencontrer quelqu'un qui t'écoute vraiment. Parce que les gens au quotidien passent vraiment par des situations difficiles, mais ne parlent pas forcément. On porte des masques, on sourit dans les photos, dans les vidéos, vous ne voyez rien. Et donc, si tu ne prends pas le temps de vraiment faire attention à la personne en face de toi, tu peux passer à côté d'une personne qui va se suicider à 13h. Tu rencontres quelqu'un à 11h, mais à 13h, la personne va se suicider. Tu te dis, mais j'étais avec elle. La personne rigolait, la personne parlait, donnait des conseils, mais tu sais pas ce qu'elle veut. Donc, ça a renforcé ma capacité d'écoute, ma volonté à vouloir aider profondément les gens.
Pas juste de façon superficielle, donner un conseil qui passe, non. De façon personnalisée, comment je peux accompagner les autres à mieux se comprendre, à mieux comprendre leur situation et à prendre des décisions. Donc, je suis une personne qui est passée vraiment... C'est vrai que j'ai toujours été... Voilà. Il y a aussi une chose qui a changé en moi, pas qui a changé, mais qui s'est améliorée. J'ai toujours été une personne très lente à la décision. Parce que moi, j'aime comprendre tout avant de passer à l'action. Mais aujourd'hui, je me donne le luxe de parfois prendre des décisions tout de suite pour éviter d'être trop longtemps dans un mauvais rêve. Ok. Trop longtemps dans un mauvais rêve. Donc, je prends la peine de... Tu as été dans un mauvais rêve? Ah bah si. Un très, très mauvais rêve. Mais je ne donnerai pas le détail. JM, ne me regarde pas comme ça. Je ne donnerai pas le détail. Et pourtant, au début, tu sentais que ça allait être un mauvais rêve, mais tu t'es pas écouté. Oui, c'est ça en fait. C'est comme je disais, c'est ça être prisonnier de ces principes. Ne pas comprendre que les principes, c'est nous qui les établissons et que les principes peuvent évoluer, les principes peuvent Est-ce qu'aujourd'hui, grandir avec tu soi. as changé de principe? Non, mais j'ai évolué. Alors Sabrina, vraiment merci pour tout ce que tu nous partages. Moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir comprendre un peu ton parcours, ton histoire. Et je pense aussi à travers cette émission, tu apportes des éléments de réponse sur beaucoup de choses. Des oui-dire qui circulent ça et là. Et c'est beaucoup. Mais déjà, tu as annoncé prochainement, apparemment c'est sorti, voilà, oui, c'est sorti. Tu as annoncé il n'y a pas longtemps, je pense cette année, la sortie de Grandir. Ah non. Grandir, c'était l'année dernière. De 2025. Oui. Désolé, je suis dans un univers. Tu as annoncé en 2025 la sortie Même de Grandir. Non. 2025, c'était les 28 rituels de transformation. 2025, c'était quoi? Les 28 rituels de transformation, mon 3e livre. Ok. En 2024, c'était Grandir. Grandir, ok. Donc, moment important, Grandir. Est-ce que si aujourd'hui on se plonge dans Grandir, on aperçoit un peu le parcours? Est-ce qu'on va apercevoir un peu ce que tu essaies de dire, que tu n'oses pas dire? Parce que tout au long de l'émission, tu as évité beaucoup de choses. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison. Les gens qui ont réellement lu le livre Grandir, ils ont su avoir... En tout cas, c'était en 2024 que j'avais publié le livre et vendu le livre. Est-ce que en 2024, tu traversais déjà une situation de crise par rapport à ton mariage? Mais oui, c'était encore très, très, très fort. Ok. En 2024, le livre, il sort pour des personnes beaucoup plus avisées et qui lisent, m'ont posé des questions. Est-ce que ça va, tout ça? Mais j'ai pas voulu répondre aux questions. Moi, l'idée, c'était de partager d'abord cette expérience de Grandir là et surtout ce que moi, j'avais appris au travers mon expérience pour arriver à dire que Grandir n'a rien à voir avec l'âge ou le niveau qui change d'un poste de travail ou avoir des enfants. Est-ce que Sabrina a grandi? J'ai grandi et je vais continuer à grandir. Totalement. J'ai grandi parce que j'ai appris de la vie, je continue à apprendre de la vie. J'ai grandi parce que je me suis posée et j'ai mis sur papier mes erreurs, mes faiblesses. J'ai mis sur papier mes manquements, j'ai mis sur papier mes douleurs les plus profondes. C'est ça, grandir. Désapprendre, c'est-à-dire se dire que cette vérité-là, que je croyais être une vérité, ce n'est pas une vérité. Okay. Ça m'a fait grandir. Grandir, c'est aussi laisser les gens partir. Okay. J'ai appris à laisser les gens partir avec beaucoup de douleur, mais il fallait que les gens partent. J'ai appris à me taire devant une situation où je pouvais parler. Tu sais, quand les gens parlent de toi, affirment des choses sur toi, et que tu sais que c'est faux. Mais j'ai appris à regarder les gens dire ces choses et à me dire, j'ai aucun droit de leur dire que c'est faux. Okay. Ils peuvent continuer à dire que c'est vrai. Okay. Mais c'est vraiment cette dimension que j'ai atteint. Ok, tu as atteint cette dimension, c'est bien. Mais alors que je t'écoute, je me dis, y a-t-il pas là un problème? Pourquoi? Parce que tu te retrouves déjà aujourd'hui dans une situation où tu as dit, je refuse de subir, je refuse d'accepter, je refuse. J'accepte la situation, j'accepte que je me suis mis dans cette situation parce que j'ai ma part et que c'est moi qui ai choisi ça. Mais non, je veux ne pas subir ça. Je prends la décision de rectifier mon tir. Ok, ça c'est dans le secret de certaines réalités où tu décides de ne plus subir.
Aujourd'hui, ton image est écorchée, dénigrée, parce que pour certains, on estime que tu as la plus grande responsabilité, c'est de la faute. Alors que, si vraiment, là, malheureusement, tu refuses de nous donner une part de vérité par rapport à ça, si on creuse, on t'entend dire à travers des petites phrases, telles que tout à l'heure, tu l'as dit ici, que je préfère que un peu comme que le monde me voit. J'ai aucun mal à ce que les gens me voient comme la mauvaise personne. Voilà, comme la mauvaise personne, même si, dans le fond, je ne suis pas la mauvaise personne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'emprisonnes pas la vérité? Je vais te dire une chose. Il y a la vérité de la parole de Dieu, c'est une vérité absolue. Il y a la vérité qui vient de l'expérience, c'est aussi une part de vérité. Mais il y a la vérité qui découle des réalités, des faits. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'emprisonnes pas cette vérité qui peut être une forme de délivrance aux gens? Parce que, ou tu préfères le partager dans certains recoins intimes et à des personnes? Je reste convaincue. Non, ça, c'est vraiment ce que je veux faire. C'est que je ne permettrai jamais que le scandale arrive. Parce que moi, j'aurais ouvert ma bouche. Pourquoi tu parles de scandale? Est-ce qu'il y a véritablement, si tu ouvres ta bouche... Quand je parle de scandale, c'est pas seulement pour moi. Hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis comme une maman. Que ce soit dans ma vie de tous les jours, je reçois énormément de gens. Je suis comme une tombe. On se confie beaucoup en moi. Et moi, je sais que par rapport à mon métier ou par rapport à ma position, je peux être amenée à connaître énormément de secrets que si je parle, ça peut emmener au scandale. Mais parlons de toi-même. Pendant que je te parle, je sens une douleur. Tu sens une douleur? Voilà, oui. Tu sais... Une douleur passée, oui. Voilà, je sens une douleur, non pas par rapport à ta situation actuelle, okay. Parce que je pense que c'est une situation où tu apprends, si on était dans un cas de décès, à faire le deuil. Ouais. Mais je parle d'une douleur parce que tu dis, même lorsqu'on échange, que tu attends que le sujet... Le temps, c'est Dieu. Ok, oui. Moi, je suis convaincue que... Donc, tu ne parles pas de temps temporel, mais tu parles... Je parle vraiment du fait que on finit toujours par savoir qui est qui dans la vie. Ok. Peu importe. Même si ça vient pas de toi, si toi aujourd'hui tu t'étais parce qu'un ami t'a fait du mal ou une sœur dans la famille ou peu importe, tu te tais. Même si après 10 ans, après 20 ans, tu n'es plus là, les gens sauront qui était cette personne-là, sans que tu aies parlé. Ok. Et moi, je l'applique vraiment dans tout ce que je vis dans la vie actuellement. Que ça soit milieu professionnel, dans mon travail à moi-même en tant que coach, que ça soit en tant que mère, en tant que fille, en tant que petite sœur, dans toutes mes relations, je préfère dans la position de le temps, c'est Dieu. Est-ce que cette situation t'a fermé les portes? Non. Pas du tout. Parfois, il y a certaines personnes qui disent que j'aimerais pas associer mon image à une femme divorcée ou autre qui préfère se contenter. Vraiment plaise à eux. J'ai pas encore été confrontée à ça. Peut-être que ça se passe dans les coulisses et que ça vient pas dans mes oreilles. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec les ragots et les médisances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui n'ont jamais existé dans ma vie, mais que les gens ont collé sur moi. J'ai entendu plein de choses, mais je vis bien ma vie professionnelle, mon travail, ça continue à marcher. C'est vrai que forcément, quand tu fais un métier comme le mien, tu sais, l'accompagnement, le coaching, la crédibilité, c'est important. Toi, tu prêches aux jeunes filles des choses. Toi, tu sais les choses sur lesquelles je prêche, moi. Je prêche aux jeunes filles énormément de choses. J'enseigne sur des sujets qui peuvent être très sensibles, qui peuvent avoir un trait avec la crédibilité, les valeurs. Et si on entend quelque chose qui remet en question les valeurs que tu transmets, les gens peuvent se dire, ça sert à rien que je la suive. J'ai perdu des abonnés. J'ai eu sur les réseaux sociaux des personnes qui m'ont attaqué, des personnes qui ont écrit des articles sur moi, mettant ma photo comme quoi elle serait sortie avec un tel, elle serait sortie avec un tel. Moi, j'étais là en mode, ouais, elle a trompé son mari avec telle personne. Donc, j'ai vu sur les réseaux, j'ai vraiment vu ça. On m'envoie des captures. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas. Parce que, en fait, les gens auraient parlé et puis ça aurait suscité des choses. Mais tout ça, je me dis, ça sert à rien. Même avant que je ne sois mariée, il y avait déjà des gens qui pouvaient écrire des choses sur moi sur les réseaux sociaux. C'est la vie qu'on a choisie, d'être sur les réseaux, de faire le travail qu'on fait.
Et il y a En fait, j'ai envie de dire que il y a le bon et le mauvais dedans. Le mauvais côté, c'est que les gens vont parler de toi comme ils veulent, affirmer des choses, mais le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est Dieu. Je dis toujours que si les gens s'éloignent de toi à cause des ragots, c'est qu'ils ne sont pas destinés à être avec toi. Parce que quand les gens te connaissent réellement, ils n'ont pas besoin de ragots pour avoir une image de toi. Ils savent qui tu es. Il y a aussi certaines personnes qui projettent leur peur sur toi, leur insécurité. Il y a des gens qui savent que dans ta situation, si c'était eux, ils n'auraient pas pu résister. Ils n'auraient pas pu rester honnêtes, rester dignes. Si toi, tu l'es, c'est que c'est impossible. Tu as forcément fait quelque chose. Et tu vois, moi, je conçois ça bien, dans le sens où je comprends que l'être humain fonctionne comme ça. Et donc, ce sont ses insécurités. C'est ce qu'il pense. À ma place, c'est ce qu'elle aurait fait. À ma place, c'est ce qu'il aurait fait. Alors, tant pis pour eux, plaise à lui de continuer à penser comme ça. Mais moi, je sais que c'est pas ça. Vraiment, merci. Merci pour ces belles réponses. Je tiens à rappeler que tu as payé un grand prix pour qu'on se retrouve. Voilà, elle est venue exceptionnellement de Brazzaville pour qu'on tourne cette émission. Parce que moi aussi, j'avais fait un voyage sur Brazzaville, mais on ne s'était pas eu. Donc, elle m'a rendu ma monnaie. Merci, ça me fait trop au cœur. On a 10 questions signature qu'on a l'habitude de poser à l'ensemble de nos invités. Oui. L'émission est presque à sa fin. Hein? Je n'étais pas au courant des 10 questions signature. Non, c'est pas des questions extrêmement dures. Hein. Ok. Quelle version de toi a dû mourir pour que la femme que tu es aujourd'hui puisse naître? La version de moi qui a dû mourir, c'est la version de moi très carrée. Okay. J'ai toujours été quelqu'un de très carré. La chose, soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est-à-dire que si je prends une décision, même si ça m'emmène à je ne sais où, je veux assumer ma décision jusqu'à la fin. J'ai appris à être humble devant les situations et à me dire à moi-même, tu t'es trompée, Sabrina, tu peux repartir en arrière. C'est cette femme que je suis devenue. Quel est le combat intérieur que les gens ne voient jamais chez toi? Derrière l'image publique, qui est la personne? Quelle est quoi? Quelle est l'image? Quel est le combat plutôt intérieur que les gens ne voient pas chez toi? Ah, que je suis quelqu'un, il faut dire la vérité, les gens ne voient peut-être pas ça, mais je suis quelqu'un d'extrêmement, mais vraiment d'extrêmement fragile. Ok. C'est-à-dire que... Mais pourtant, tu es entouré d'un homme kéban, qui est violent et dur. Voilà, qui est très dur. Je suis quelqu'un d'extrêmement fragile. Je suis touchée facilement par des situations des autres, par les situations qui se passent autour de moi. Je peux vraiment être très vulnérable devant la souffrance des autres, ma propre souffrance. J'ai pas de mal à pleurer parce que je vais mal. Et je rebondis tout de suite aussi vite. Je sentais les larmes dans tes yeux, mais tu n'as pas osé. C'est vrai. Je peux pleurer à 6 heures et à 7 heures, je sors de ma maison comme si de rien n'était. Ok. Est-ce qu'il y a une douleur que tu considères aujourd'hui comme un cadeau de la vie et pourquoi? Un cadeau de la vie? Waouh. Une douleur? Oui. Ah. C'est quelle douleur? Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Mais particulièrement ton divorce? Oui. Je pense que c'est une douleur de la vie qui me servira toute ma vie. Mais tu le prends comme un cadeau? Je le prends comme un cadeau. Parce que je me dis que j'aurais pu... Moi, j'ai failli me suicider 3 fois dans cette période seulement. Période où vraiment je n'allais pas bien. Tu as failli te suicider 3 fois? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'allais pas bien. Personnellement, je n'allais pas bien dans mon âme, dans mon corps, tout ça. Je n'allais tellement pas bien que je me disais, vaut mieux mourir. Je me suis lancée dans une situation, mais dans une addiction très suicidaire. Je parlerai dans mon prochain livre, forcément, dans les prochains jours des addictions. Le stress, le mal-être m'a poussée. Tu as été addict à... J'étais addict à quelque chose de très, très, très suicidaire. Les médicaments? Non. Je n'en parlerai pas maintenant. Et cette addiction, a failli te conduire à la mort? Bien sûr, cette addiction-là, si je continuais avec ça, un jour, je me retrouvais partie, quoi. Partie. Il fallait vraiment prendre la décision de, OK, si tu veux vivre, prends des décisions difficiles et avance. Cette addiction, moi, ne fait pas partie des secrets de Polichinelle. Non.
Mais mets-nous au mot au parfum en attendant la sortie du livre. C'est l'exclusivité de Deep Conversation. Non, mais j'en parlerai avec beaucoup de détails. Avec beaucoup de détails, c'est une addiction qui a envahi vraiment... Lié au comportement médicamenteux, aux drogues, à l'alcool. Bah, c'est un peu comme de la drogue. Hein. Tu sais, tu te fais du mal, mais tu te prends plaisir à te faire du mal. Tout à coup, ta vie devient un mystère pour moi. Mystère, tu te dis. J'ai envie de tout comprendre, mais en même temps, j'ai pas trop envie de rentrer. Je pouvais souffrir comme ça dans ma douche ou dans la douche pendant 30 minutes ou 20 minutes. En train de pleurer. Là, en train de pleurer et de pratiquer la chose. Je sors de là. Je ris comme si de rien n'était. Je ris, je fais même rire les autres. Je mets de la bonne ambiance. Mes sœurs, toutes les personnes autour de moi, personne ne soupçonne rien. Je suis perdu. Mais toutes les nuits, ou à chaque fois que je suis stressée, à chaque fois que je vais très mal, je vais le faire, mais personne ne se rend compte. Pourtant, je portais des cicatrices dessus, hein, des cicatrices dans mes cuisses, partout où je faisais ça. Parce que c'était très fort. C'est de la drogue? Non. C'est plus que de la drogue. C'est très suicidaire. Et tu sais, pendant cette période d'addiction... Est-ce que tu étais addict pour échapper à ta douleur? Tu t'es infligé une forme de souffrance physique? Exactement. C'est-à-dire que j'avais tellement de douleur à l'intérieur de moi et de mal-être que cet instant-là, à moi, où je m'infligeais un peu de douleur, il y avait un peu de plaisir dedans. Je vivais autant la douleur que le plaisir en même temps. Et c'est à la fin, et ma douleur à moi, et c'était à la fin. Quand tu finis vraiment, tu sens qu'il y a comme une forme de jouissance. Ensuite, quand tu sors de là, tu te dis, mince, j'ai trop mal, je ferai plus ça. Mais tu feras ça plus tard. Il y avait des gilets, des ciseaux? Je ne donnerai pas les détails. Je donnerai les détails dans un prochain numéro. Je pense que ce sujet, il est tellement, surtout pour les jeunes qui se donnent à ça, il faudra en parler. Et j'en parlerai. Qui pensent que pour combattre la douleur, il faut peut-être s'infliger de la douleur. Et cette douleur-là peut sembler être quand même comme un plaisir à un moment donné, mais c'est une douleur. C'est un peu comme ceux qui prennent la drogue, ceux qui prennent de l'alcool de façon exagérée, de ceux qui se masturbent. Dans tous les cas, une addiction qui te procure du plaisir, mais qui te détruit. Waouh. À quel moment de ta vie tu t'es senti le plus loin de toi-même? Tu sais. Je ne sais pas. Je me suis sentie le plus loin de moi-même. Ça a commencé même quand j'étais enceinte, hein, jusqu'à ce que j'assume ce que je voulais comme décision. J'étais très loin de moi-même, très loin de tout. Tout ce que je faisais, c'était pour combler la douleur et ne pas montrer que je suis en train de sombrer. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Peut-être demain. Est-ce que tu aimerais déjà te remarier un jour? J'aimerais. Comment ça, j'aimerais? C'est une question piège, j'aimerais. Non, mais je parlerai pas de j'aimerais. Est-ce que tu vas te marier un jour? Tu vas te remarier un jour? Pas que tu aimerais. Que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, c'est qu'on se marie. Dieu ne fait pas de nous de loups solitaires. Si dans mon cas, la volonté de Dieu, c'est que je me remarie un jour, donc il mettra à ma disposition, dans les années à venir, des conditions pour que je sois dedans. Et cette fois-ci, tu es prête à écouter? On ne sait pas ce qu'il fera. Ça veut dire que si c'est dans sa volonté, il commencera par moi et par les situations qu'il va créer pour que ça se passe. Est-ce que tu as peur d'échouer à nouveau? J'ai pas peur d'échouer. Mais je reste très prudente parce que la vie de mes enfants en dépend. Et aussi, la femme que je suis n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a juste besoin de vivre et de faire ce pourquoi Dieu l'a appelée à faire. Donc, j'ai pas forcément peur d'échouer, mais je fais très attention à moi désormais. Très attention à moi. Déjà que je suis déjà quelqu'un qui est très solitaire de base, mais ça s'est encore plus renforcé parce que je préfère vraiment plus ma paix qu'autre chose. Donc, si ça veut dire que toute ma vie, je vais rester dans mon cocon parce que je veux ma paix, je resterai. Et si tes filles regardent cette émission dans 20 ans, que aimerais-tu qu'elles comprennent de la vie et de leur mère? Waouh! Ah, mes très chères filles, j'aimerais surtout qu'elles se comprennent elles-mêmes, qu'elles arrivent à s'écouter. Elles auraient 24 ans.
Comment? Elles auraient 24 ans. Ouais. Mariable, limite. Oui. Qu'elles s'écoutent. Même âge où tu es tombée enceinte. Ouais, même âge où je me suis aussi mariée. J'aimerais qu'elles arrivent à s'écouter, à se comprendre et surtout à faire des choses qui soient alignées avec qui elles veulent être. Qu'elles arrivent, qu'elles ne se mettent pas la pression, une pression qui peut venir des proches, même de moi, ou des pseudo-principes. Parce que dans la vie, tout est évolutif. Quand tu as 20 ans, les principes que tu as, ce ne sont pas les mêmes principes que tu auras quand tu auras 30 ans. Donc, prends le temps, malgré tes principes, de voir les situations autour de toi et réajuste-toi par rapport à ça. Parce que si tu restes, non, moi, ce que je sais là, c'est ça, tu peux pleurer après 5 ans, alors que c'est toi-même qui t'es mis dans cette situation-là. Moi, ce que j'aimerais pour mes filles, c'est vraiment ça. Qu'elles s'écoutent, qu'elles se comprennent, qu'elles se connaissent et qu'elles vivent leur vie. Alors, y a-t-il une vérité que tu as longtemps refusé d'accepter sur toi-même? Faut dire que je sais que je suis très têtue. Une vérité que j'ai longtemps refusée, que je peux être très têtue au-delà de ce que je savais. Ok. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'est pas très modéré dans tout ce que je fais. Je fais tout avec intensité. Je ne sais pas. Là, j'apprends à être modéré. C'est-à-dire quand j'aime avec intensité. Tout ce que je fais, que ce soit le travail, que ce soit en amour, parce que j'étais intense. Dans Une tout. seule chose, tu ne fais pas avec modéré. Ou tu fais modérément. Quoi? L'amour. La quoi? L'amour. C'est la seule chose que tu n'as pas fait sans modération. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'est pas très modéré. Et là, dans ma vie, j'apprends à être modéré. Je me dis, il faut parfois aimer avec raison. Il ne faut pas juste aimer avec le cœur. Et moi, vraiment, là, dans ma vie, je me dis, Sabrina, sois modérée. Tu aimes, mais regarde les réalités. Tu aimes, mais mets un peu plus d'intelligence au-delà du cœur. C'est vraiment ça. Quand les gens prononceront un jour le nom de Sabrina, que aimerais-tu qu'ils disent de la femme que tu as été? Que j'ai fait ce que je disais faire, que j'ai été vraiment une solution pour ce monde, pour ce pays, pour les gens qui m'ont entourée. Okay. Vraiment, être une solution, je pense que c'est la mission de vie, quoi. Quand tout sera terminé, quel vide aimerais-tu combler dans la vie des autres? Le vide que j'aimerais combler dans la vie des autres? J'aimerais pas combler leur vide à eux, j'aimerais plutôt leur apprendre à combler leur vide à eux. C'est-à-dire que chaque être humain peut vraiment être la réponse à ses propres problèmes avant que les autres viennent. Moi, mon travail, mon combat de tous les jours, c'est d'emmener les jeunes à se dire que toutes les solutions que je cherche se trouvent d'abord à l'intérieur de moi. Dès que j'aurai touché du doigt ce qui est à l'intérieur de moi, tout va venir à moi. Okay. Alors, on est à la fin de cette magnifique émission. Enfin. Hein? Enfin. Est-ce qu'il y a un message, une question, quelque chose que j'ai oublié de poser? Non, oublié, non, franchement. Non. Tu m'as déjà trop harcelé, là. Mais par contre, notre émission m'a donné une idée. Et dis-moi. Si un jour, tu accepterais de revenir sur le plateau de Deep Conversation, j'aimerais aborder un sujet avec toi dans ton parcours, dans petit parcours de femme de pasteur. Quels sont les hauts et les bas, afin d'aider plusieurs à comprendre, à maturer, à grandir. Et une autre émission, si tu le veux, on parlera de la coach. D'accord. Comment aider ces jeunes filles à mieux se découvrir, à mieux se comprendre. Merci pour cette richesse que tu viens de déposer sur Deep Conversation. Ça a été un réel plaisir pour nous de te recevoir. Et au nom de toute l'équipe de Deep Conversation, on se dit au prochain numéro. Au prochain numéro. Comme on a l'habitude de le dire dans Deep Conversation, Yebelardo, 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 toujours dans le cadre à Yebelardo. C'était JM Chikaya.